On va donc démarrer le webinaire. Il y a encore pas mal de personnes qui doivent s'inscrire puisqu'on est 35 sur les 60 prévus, mais on va démarrer pour essayer de respecter le timing. Donc, merci à tous déjà de vous être connectés pour participer à ce webinaire. Donc, je me présente rapidement, même si vous voyez mon nom sur l'écran. Donc, je suis Marie-Pierre Janaillac, je suis responsable du pôle appui à la recherche au Gérontopôle Nouvelle-Aquitaine. Et donc, on vous invite aujourd'hui à participer à ce webinaire sur l'organisation des soins en oncogériatrie en partenariat donc avec l'Oncosphère, qui fédère l'ensemble des acteurs de la recherche en cancérologie en Nouvelle-Aquitaine, hein, donc Oncosphère. Donc, l'objectif de ce webinaire, c'est de vous présenter l'organisation actuelle du parcours de soins en oncogériatrie, du dépistage à la mise en œuvre du plan de soins au suivi. Pour cela, vous allez entendre successivement le docteur Simon Valero, qui est gériatre au CHU de Poitiers et coordinateur de l'UCOG Poitou-Charentes, le professeur Pierre Soubeyran, qui est PUPH en cancérologie à l'Institut Bergonié de Bordeaux, et le docteur Sandrine Khalifa, qui est médecin coordinateur du DAC des Deux-Sèvres dans le 79. À la suite de ce webinaire, nous allons vous proposer de vous inscrire dans 2 groupes de travail, dont l'objectif sera de réfléchir ensemble à l'amélioration de ce parcours, plus précisément sur 2 points. Un premier point sur comment améliorer l'accès au parcours de soins et le deuxième sur quels outils utiliser dans le parcours de soins, à quelles étapes, pour quoi faire, pour qui. Voilà, donc en fin de webinaire, j'afficherai un sondage et vous pourrez, si vous le souhaitez, vous positionner sur un de ces groupes de travail. Ces groupes de travail, on les mettra en place à partir de la rentrée, hein, septembre. L'objectif, c'est de faire 2-3 réunions sur chacune des thématiques pendant à peu près 2-3 heures, hein, selon un calendrier qu'on fixera à l'avance. Et suite à ces groupes de travail, ce qu'on souhaiterait faire, c'est produire une sorte de manifeste ou de livre blanc pour faire des propositions à des instances nationales, voire en partageant ça avec l'ensemble de l'Union des gérontopoles. Donc, on verra sous quelle forme on peut présenter ça au mieux, mais pour essayer d'améliorer donc ce parcours de soins. Voilà, quelques règles pour le bon déroulement de ce webinaire. Donc, nos intervenants vont vous faire leur présentation pendant à peu près une vingtaine de minutes chacun. Vous pourrez poser vos questions dans l'onglet QR qui est en bas de votre écran, pas dans le chat, s'il vous plaît. Ce serait plus facile pour la gestion de l'ensemble des questions. Donc, dans cet onglet, vous posez vos questions et je m'en ferai le relais à la fin de chaque intervention. Voilà, je vais donc laisser la parole au docteur Simon Valero pour la première intervention. Merci, merci à vous. Bonjour à vous tous. Donc, je voulais déjà remercier Gérontopole et Oncosphère de m'avoir invité pour vous parler du parcours de soins et de notre prise en charge en oncogériatrie en Nouvelle-Aquitaine. Je vais vous partager mon écran. Alors, je suis où? Ça. Hop. Tout le monde voit bien? Oui, c'est bon? Donc alors, pour commencer, moi je vais plutôt introduire un peu le message sur l'oncogériatrie et Monsieur Soubeyran nous fera plutôt sur un peu d'épidémio et puis sur les traitements et la recherche, et puis Madame Khalifa nous fera plutôt sur le parcours ville-hôpital et puis avec le DAC. Mais voilà, donc moi je vais plutôt essayer de balayer un peu tout, et on va commencer par une définition, parce que l'oncogériatrie c'est quoi? Et ça, c'est la définition qui a été donnée par le dernier référentiel qui est sorti en avril de l'INCa. Donc l'oncogériatrie, ça vise à assurer chez les patients âgés alors de 75 ans et plus atteints de cancer, l'adaptation et la gestion du traitement, mais aussi son suivi au cours du parcours de soins. Et ça, c'est vraiment un thème. Le suivi devient de plus en plus important en oncogériatrie, et il apparaît bien dans ce nouveau référentiel. L'oncogériatrie, c'est surtout une collaboration active entre multidisciplinaires avec l'ensemble des acteurs qui sont impliqués dans ce parcours de soins. Et quand je parle de l'ensemble des acteurs, ce n'est pas que les gériatres et les oncologues, hein, mais c'est aussi les chirurgiens, mais aussi les spécialistes d'organes qui font les diagnostics, jusqu'aux médecins traitants qui intervient en ville avec tous les autres personnes du secteur libéral. Alors,
oncogériatrie, on ne peut pas parler d'oncogériatrie sans parler des UCOG, donc les unités de coordination en oncogériatrie. Je vous fais un petit historique rapide, hein. Elles sont nées grâce aux différents plans cancer et ça a commencé en 2006 avec des unités pilotes, hein. Il y en a eu 15 à l'époque. Et puis, il y a eu un appel à projet en 2011 qui a permis donc de mettre en place ces UCOG, 15 en 2011, puis 9 en 2012 avec 4 régions où on avait plutôt mis en place des antennes d'oncogériatrie. Donc, au total, 28 unités réparties sur la France qui correspondaient aux anciennes régions. Donc, la carte que vous voyez est la carte officielle qui est valable actuellement, hein, parce que donc, les UCOG et les AOG sont restés au même niveau et dans leur région. En 2024, c'est l'année du nouveau référentiel qui est sorti en avril, comme je vous le disais. Et là, il y a eu quelques petits changements, notamment dans nos missions. L'UCOG, donc c'est d'abord une équipe de coordination, hein, qui est un binôme médical, cancérologue et gériatre. Ce n'est pas un effecteur de soins, et ça, il le précise bien, hein, dans ce nouveau référentiel, hein. On est là pour coordonner, faire de la coordination, hein, avec des missions. Les nouvelles missions sont promouvoir l'évaluation de la fragilité de la personne âgée, favoriser le dialogue entre cancérologues et gériatres, promouvoir la diffusion des référentiels de bonnes pratiques, soutenir la formation et l'information en oncogériatrie, et contribuer au développement de la recherche. Alors, l'information, ça, c'était déjà dans nos premières missions, comme la recherche. Et les 3 premières missions sont un peu reformulées avec ce nouveau référentiel, mais au final, on est quand même dans cette mise en place de l'évaluation de la fragilité, des rapports entre gériatres et cancérologues. On reste quand même dans la même dynamique. Ce qui change surtout, c'est ce point qui n'était pas précisé lors de nos premières missions, qui est l'animation territoriale autour du parcours de soins, parce qu'on se rend compte vraiment que le parcours de soins est important et qu'il n'est pas forcément identique partout en France, et qu'il faut travailler pour homogénéiser ce parcours de soins. Et ce petit schéma qui fait partie du nouveau référentiel montre bien que l'UCOG est au centre de tout, hein, notamment avec les 3 C, notamment avec les CPTS, avec les DAC, avec un rôle important de travail avec l'ARS et les DSRC, qui sont les anciens réseaux de cancérologie, hein, les dispositifs spécifiques régionaux du cancer. Hein. Tout ça, bien sûr, sous l'égide nationale de l'INCa et de la DGOS. Alors, en oncogériatrie, en Nouvelle-Aquitaine, on est 3 UCOG. Hein. Comme je vous le disais, les UCOG sont toujours là et n'ont pas changé depuis 2011. Donc, il y a l'UCOG Limousin, l'UCOGIR Aquitaine et nous, bien sûr, l'UCOGIR Poitou-Charentes. Donc, on travaille donc sur nos ex-territoires, hein, mais aussi on travaille grâce au DSRC de Nouvelle-Aquitaine ensemble sur des projets. Hein. On se réunit régulièrement et un de nous, en l'occurrence moi, je suis au conseil d'administration et au bureau du réseau pour que l'oncogériatrie ait vraiment sa place, hein, au sein du réseau de cancérologie. Hein. Nos travails ont été déjà, grâce à leur site, de pouvoir avoir vraiment une page sur l'oncogériatrie avec des mini-sites sur chaque COG, qui permet de donner des informations, d'expliquer ce qu'est l'oncogériatrie et qui est mise à jour régulièrement. Ces pages dédiées sont vraiment assez accessibles pour tout le monde, et donc ce qui permet donc d'informer aussi, hein, dans notre mission d'information, les gens sur l'oncogériatrie. Hein. Le site internet du réseau nous permet aussi de montrer aussi nos consultations et donc notre activité grâce à cet annuaire commun. Donc, avec une carte interactive, hein, qui vous permet de chercher, hein, si vous souhaitez, une consultation donc, aux gériatries pour une évaluation au niveau de la Nouvelle-Aquitaine. Un des travaux aussi que nous avons fait ensemble, hein, et grâce à l'ARS, hein, ça a été aussi de
travaillé dans ce parcours de soins à la mise en place d'infirmières de coordination en oncogériatrie. Et l'ARS nous a permis de soutenir 4 demi-postes sur la Nouvelle-Aquitaine. Donc, ce qui a été déjà un pas aussi pour améliorer donc, ce parcours de soins. Alors, l'oncogériatrie en Nouvelle-Aquitaine, quelles en sont les ressources? Alors, au total, par exemple, en ex-Aquitaine, 49 établissements autorisés en cancérologie. On a 11 équipes d'oncogériatrie. Sur l'ex-Limousin, pour 14 établissements autorisés en cancérologie, 5 équipes. Et en Poitou-Charentes, donc pour 23 établissements, nous sommes 8 équipes d'oncogériatrie. Alors, voilà un peu comment l'oncogériatrie se répartit sur la Nouvelle-Aquitaine. Maintenant, on va parler un peu plus du parcours. Et dans ce parcours du patient âgé en cancérologie, il commence bien sûr par un diagnostic. La partie screening, en tout cas cette étape est primordiale et on va en reparler après. Ensuite, il y a le temps de RCP, comme dans tout parcours en cancérologie, le traitement et la surveillance après traitement. Alors, quelles sont les difficultés actuelles dans ce parcours pour le sujet âgé? Déjà, au niveau du diagnostic, on se rend compte que malheureusement, on fait des diagnostics à des stades beaucoup plus évolués. Tout ça parce que, après 75 ans, les patients sont exclus du dépistage. Malheureusement, là, il y a beaucoup de formes trompeuses et puis l'accès à la consultation et au diagnostic n'est pas facile et souvent tardif. Et parfois, on ne sait pas pourquoi, mais en tout cas, les explorations peuvent être moins complètes. Donc, un sous-diagnostic et des diagnostics surtout tardifs. Au niveau du screening, malheureusement, alors nous, notre rôle au niveau des UCOG, c'est de favoriser et d'amener les gens à screener le plus possible dans ce parcours. Malheureusement, on sait qu'il n'est pas systématique et on a encore beaucoup de travail à faire sur cette étape de screening. Au niveau de la RCP, les chiffres des SRC nous montrent que malheureusement, des fois, ils sont souvent moins présentés ou présentés tardivement. Donc, on n'est plus à des stades curatifs et on se retrouve vraiment dans des prises en charge plutôt palliatives. Et sur les traitements, on n'a pas forcément de référentiel. On travaille avec nos essais cliniques, et M. Soubéran va pouvoir en parler, mais on a de plus en plus d'essais spécifiques sujet âgé, mais ce n'était pas le cas il y a quelques années. Donc, on travaille là-dessus pour essayer que nos patients âgés rentrent dans ces essais cliniques. On sait que parfois, malheureusement, il y a un retard à la mise en œuvre du traitement, que des traitements peuvent être allégés. On connaît les toxicités. Voilà. Et les soins de support chez nos patients âgés sont beaucoup plus complexes, d'où encore une difficulté en cours de traitement dans ce parcours. Et après le traitement, quelle surveillance? Elle est plus complexe forcément, mais à quel rythme et par qui? Donc voilà un peu toutes les questions qu'on peut se poser sur le parcours du patient âgé en oncogériatrie. Alors, comment essayer d'améliorer les différentes étapes de ce parcours? Alors, on va commencer par le diagnostic et là, il faut favoriser, bien sûr, le diagnostic précoce si on veut essayer d'amener nos patients âgés à être diagnostiqués au plus tôt. Tout ça passe un peu par de l'éducation thérapeutique pour sensibiliser les patients aux signes d'alerte et aussi lutter contre certaines idées reçues. Non, un cancer, ça peut être agressif, même quand on est âgé. Il y a des formes graves, on peut traiter les gens et on peut les guérir. Donc, il y a beaucoup de fausses idées qui circulent et ça, il faut vraiment combattre sur ces fausses idées. Donc, il faut informer les patients, les familles, mais aussi les professionnels, qui malheureusement parfois ont aussi des idées reçues sur la thérapeutique en cancérologie de nos sujets âgés. Donc pour cela, il faut communiquer par tous les moyens. Et la SOFOG, avec les UCOG, ont communiqué sur ce diagnostic précoce. Alors, je ne sais pas si certains d'entre vous ont déjà vu ces affiches. Maintenant, c'était période 2018-2019 quand cette campagne a été lancée, pour dire qu'il n'y avait pas d'âge pour se faire soigner du cancer. Donc, en Poitou-Charentes, on avait aussi travaillé une petite plaquette d'information qu'on avait distribuée aux médecins traitants, aux médecins spécialistes, aux pharmaciens,
pour que les patients, voilà, sachent s'alerter sur des signes, hein, qui pouvaient être, qui pouvaient parfois être mal interprétés. Ce diagnostic précoce, il a un intérêt, hein, bien sûr, hein. Vous savez que le dépistage après 75 ans, bah, nos patients n'entrent plus dans ce dépistage, et ce dépistage, comme vous le voyez en bas du schéma, c'est diagnostiqué avant l'apparition des symptômes, ce qui augmente considérablement l'espérance de vie avec moins de séquelles. Qu'est-ce que le diagnostic précoce? Bah, c'est d'être dans le diagnostic au plus près de l'apparition des symptômes, et ne pas être trop tardif pour essayer d'améliorer l'espérance de vie et avec moins de séquelles graves par la suite, en cours de traitement. Donc vraiment, ce diagnostic précoce est primordial et il faut essayer de lutter. Quand je vous parlais du screening, ce screening, il est là pour dépister les fragilités. En tant que gériatre, hein, malheureusement, la démographie en gériatrie, on est peu nombreux, hein, pour essayer malheureusement d'assurer ces évaluations onco-gériatriques, et tous les patients âgés n'ont pas forcément besoin d'aller voir le gériatre parce qu'il y a des gens qui ont un vieillissement harmonieux, et qui sont encore en très bon état général. Donc, ces fragilités, il y a eu des outils qui ont été créés. L'INCa en a ciblé 3. Moi, je vous ai plutôt entouré le G8 et le FOG. Vous avez le papa du G8 qui est Monsieur Soubéran, et puis le papa du FOG qui est moi pour pour l'occasion. Donc nous sommes les deux à avoir travaillé sur ce dépistage de la fragilité avec des outils que nous avons validés et qui sont là à la disposition des médecins pour essayer donc de repérer les patients fragiles et les envoyer vers la consultation d'évaluation oncogériatrique. Alors, quand détecter ces fragilités? Bah, c'est dans le cas des traitements adjuvants avant la chirurgie, avant les traitements complémentaires après la chirurgie, mais aussi dans les traitements palliatifs, hein, avant la mise en place du traitement, avant un changement de traitement aussi, parce qu'on sait que bah, dans l'évolution, les patients peuvent bénéficier de plusieurs lignes de traitement, et que bah, c'est pas parce on est harmonieux, hein, au début de notre prise en charge qu'on ne peut pas se fragiliser en cours de parcours, et de là avoir besoin d'être évalué par un gériatre qui permettra d'adapter et d'aider à la prise en charge et au suivi du patient. Et bien sûr, avant la reprise d'un nouveau traitement si le patient est en récidive. Donc, si ce screening est positif, on va vers l'évaluation gériatrique personnalisée, qui est un temps dédié pour le patient. Alors, je vous rappelle rapidement les deux outils, hein, le FOG et le G8, je ne rentre pas dans le détail. Comme je vous le disais, ils ont été validés avec une sensibilité forte, bon, une spécificité qui reste autour des 40%. Le but est de dépister les patients, donc d'être sensible surtout. Alors, l'évaluation gériatrique personnalisée, c'est quoi? C'est vraiment une évaluation qui va essayer d'avoir une approche multidimensionnelle, faite par un gériatre ou en équipe avec une infirmière ou d'autres intervenants comme la diététicienne, etc. On utilise des outils spécifiques validés, ça va permettre de compléter et enrichir la démarche médicale. Tout ça permettra d'avoir une photographie du patient âgé, et qui va nous permettre de dire bah, est-ce qu'on approuve le traitement sans réserve? Est-ce qu'on plutôt on met un feu rouge parce que bah, on est vraiment vers une fragilité importante et on va devoir éviter des traitements déraisonnables et être plutôt sur une prise en charge palliative, ou approuver les traitements avec des réserves, sachant que ces réserves vont permettre de mettre en place des soins de support, des suivis, et pour ces patients donc complexes, à avoir vraiment cette approche conjointe, onco et gériatrique, hein, pendant toute leur période de traitement. Ces évaluations, il faut le savoir, hein, elles sont longues, hein, en minimum, elles durent 1 heure et demie, donc c'est du temps
Alors, ce temps, il peut être fait soit en consultation, mais voilà, il faut pouvoir dédier 1 heure et demie de consultation par patient, soit en HDJ classique avec au moins 3 intervenants, ou depuis janvier 2023, en HDJ pour patients complexes, on a donc c'est-à-dire en binôme médecin-infirmière, qui est valorisé au même titre qu'une HDJ par rapport, grâce au rescrit tarifaire que nous avons fait l'année dernière et qui a eu une valeur donc, pour Poitiers, mais cette répercussion est nationale. Donc, au niveau national, à partir du moment où le patient est dépisté fragile par un outil de screening, le patient peut donc aller en HDJ patient complexe et être évalué par un binôme médecin-infirmière. Alors, après ce screening, on l'a vu dans le parcours, il y a le temps de RCP qui est primordial, vous le savez, en cancérologie. Et donc, avec le DSRC de Nouvelle-Aquitaine, nous avons travaillé un peu cette page de RCP pour nos patients âgés. Donc, à partir du moment où le patient a 75 ans et plus, on a des pop-up qui s'allument pendant que le renseignement de cette fiche, où il est déjà précisé que le patient doit être screené par un outil, le FOG ou le G8. Il y a une zone sur la fiche qui permet ce screening, soit directement ou en mettant le score si on l'a déjà réalisé. Et puis, on peut cocher s'il y a une évaluation qui a été demandée, on peut mettre la date de l'évaluation si celle-ci a été réalisée, et on peut surtout mettre la conclusion de l'évaluation oncogériatrique qui va être nécessaire pour la réflexion au moment de la RCP quant à la décision finale. Donc, pareil, au final de la fiche de RCP, les recommandations de la RCP peuvent elles aussi recommander une consultation d'évaluation oncogériatrique. Donc, on a vraiment travaillé cette partie de la fiche RCP pour vraiment pousser tous les rédacteurs qui demandent une évaluation en cours d'RCP, d'avoir toutes les infos possibles pour qu'on puisse avoir une conclusion adaptée aux patients. Alors, après la RCP, quand il y a décision, il y a le traitement. Alors moi, je vais laisser Pierre Soubeyran vous parler plus des traitements et notamment de la recherche en cours de traitement. Mais il y a quelques règles quand même chez nos patients âgés. Déjà, avoir une écoute attentive, ça c'est primordial, avec des explications claires et appropriées. Il faut surtout aussi respecter le souhait du patient. Le souhait d'être traité et de guérir, on le sait, les études l'ont montré, est le même que pour les patients plus jeunes. Donc, les patients souhaitent être traités tout en refusant des traitements trop agressifs. Et ça, c'est vrai que c'est l'agressivité des traitements qui peut freiner et qui peut faire peur aux patients. Le but en oncogériatrie, c'est bien sûr la qualité de vie qu'il faut privilégier, et toutes nos études que nous mettons en place, et de plus en plus cette qualité de vie apparaît comme un des critères importants. Donc la qualité de vie est primordiale plus que la quantité de vie. Et une des règles, c'est bien sûr de tenir compte de la balance bénéfice-risque pour tout patient. Dans le traitement, je vais vous parler un peu de chirurgie, mais aussi surtout de préhabilitation. Pour guérir du cancer, c'est la chirurgie, tout le monde le sait. Et pour amener le patient à être opéré, le diagnostic précoce est primordial. Il faut éviter d'être au stade métastatique. Et si donc, on fait un diagnostic de tumeur localisée chez un patient qui peut être opéré, la préhabilitation peut être un atout supplémentaire pour améliorer la prise en soin de nos patients. Alors, cette préhabilitation, comme vous le voyez sur le schéma, quand nos patients âgés passent vite sous un seuil d'incapacité,
à partir du moment où il est agressé. Et la chirurgie est une agression, hein, est vécue comme une agression. Donc, une prise en charge conventionnelle, hein, vous voyez, c'est la courbe en rouge. On passe rapidement en dessous du seuil, au niveau du seuil, à partir du moment où la chirurgie a lieu. Par contre, si on a une réhabilitation précoce, bah, on peut essayer de descendre moins en dessous de ce seuil d'incapacité, et notre préhabilitation va être de monter le patient à une forme, à monter ses capacités pour, quand l'agression va arriver, qu'il descende moins vite, en tout cas moins profondément sous ce seuil d'incapacité, pour pouvoir donc avoir une réhabilitation post-opératoire plus simple et plus rapide. Donc la préhabilitation va être un enjeu primordial, comme je le disais. On va réduire la morbimortalité et surtout accélérer la convalescence. Donc ce sont des programmes généralement trimodales, hein. Il faut lutter contre la sédentarité, il faut dépister, bien sûr, prendre en charge la dénutrition, et la troisième étape est le côté psychologique, hein. La préhabilitation, généralement, toutes les études ont montré qu'elle était efficace si elle était de 6 à 8 semaines, avec un délai de 4 semaines minimum qui est requis. Et c'est vrai que la grosse difficulté est d'arriver à mettre ces 4 semaines en place, et avec les programmes opératoires, avec nos chirurgiens, d'être dans ce timing. Mais en tout cas, si l'on veut vraiment être actif, il faut au moins un minimum de 4 semaines. Donc les principes, hein, reposent sur de l'activité physique, hein, des exercices d'endurance, de renforcement musculaire, de préparation respiratoire, hein. Tout ça avec un entraînement régulier à intensité modérée et avec au moins 3 séances par semaine pendant ces 4 semaines. La prise en charge nutritionnelle, hein, avec l'enrichissement, les compléments, parfois même la nutrition entérale s'il le faut. Et puis, tout ce qui va autour de la psychologie, avec de la relaxation, de la motivation, le but étant de réduire l'anxiété à l'approche, hein, de la chirurgie. C'est aussi rechercher et corriger les carences martiales, hein, favoriser le sevrage tabagique alcoolique, la gestion des médicaments, parce que nous savons que nos patients sont comorbides, hein, avec des listes de médicaments importantes, hein. Et puis, pour les 75 ans et plus, dépistés fragiles par le screening, et ben, d'intégrer dans cette préhabilitation cette évaluation oncogériatrique pour améliorer encore la prise en charge du patient en préopératoire. Le traitement, il y a l'importance aussi dans le traitement, c'est le suivi. Et ce suivi, par qui? Alors, le gériatre, une infirmière dédiée, une infirmière parcours ou une infirmière de coordinatrice, pourquoi pas, les deux. En tout cas, il y a encore beaucoup de choses à essayer de travailler là-dessus, sur le parcours, pour mettre en place ce suivi. Comment? Téléphonique, en consultation, les deux en alternance, à l'aide d'outils numériques. Et M. Soubeyran va nous parler d'outils numériques dans sa présentation, avec d'autres acteurs. Alors, c'est là où le DAC a toute sa place. Dans la Vienne, avec l'UCOC Poitou-Charentes, depuis 2014, on a travaillé avec alors, ce qui était anciennement les DAC et les PTA, donc les réseaux de gérontologie. Donc maintenant, voilà, on a progressé avec, après avoir travaillé avec les réseaux, on a travaillé avec les PTA et maintenant avec la DAC. Donc sur des signalements des patients le plus tôt possible pour mettre en place une prise en charge à domicile et un suivi. Ce qui va être dans l'anticipation au final, hein, des complications. Mais en tout cas, le DAC a une part non négligeable dans ce suivi en ville. Et après, c'est toute la question du rythme. À quel rythme? Est-ce que c'est tous les mois, les 6 premiers mois, puis un allègement tous les 2-3 mois, ou en alternance avec l'oncologue, en fonction des situations? Tout ça, voilà. Et après, c'est très probablement tout ça, mais en fonction des cas et au cas par cas. En tout cas, le suivi,
l'oncogériatrie ne peut plus se réduire simplement à un screening et à une évaluation gériatrique au début du traitement. Il y a forcément du suivi à mettre en place, d'autant plus si le patient est complexe et qu'on a acté au final un traitement chez ce patient complexe. Et la surveillance. Donc, si la prise en charge, s'il y avait une prise en charge oncogériatrique, je pense qu'à mon avis, il faut poursuivre aussi après le traitement un suivi en alternance. Bien sûr, si le DAC était en place, la surveillance avec le DAC doit poursuivre. En tout cas, le mot est de rester vigilant pour tous les patients connus de l'oncogériatrie et d'alerter dès l'apparition des fragilités. Si on se retrouve sur ce schéma que je vous avais montré au départ avec les difficultés, comment on peut améliorer ce parcours? Donc, au niveau du diagnostic, donc, comme on l'a dit, c'était favoriser le diagnostic précoce, avec aussi une éducation thérapeutique aux signes d'alerte. Il faut s'alerter rapidement pour faire des diagnostics le plus tôt possible avant que le stade métastatique soit là. Il faut bien sûr toujours screener le patient et proposer une EGP. Cette EGP, alors le screening peut se faire avant la RCP, le GP peut être avant ou après la RCP. Le mieux est d'anticiper au maximum avant la RCP pour qu'à la RCP, on ait le plus d'infos possible pour pouvoir donner nos décisions sur la prise en charge. Donc un screening systématique, une EGP en fonction du résultat, et si possible avant la RCP pour qu'il y ait toutes les infos. Donc le traitement, il va être renforcé, et le suivi doit être renforcé s'il y a complexité, avec l'implication de tous les acteurs, notamment infirmières, médecins, libéraux, les DAC, etc. Et puis bien sûr, favoriser l'inclusion dans les essais oncogériatriques, c'est ça qui va permettre de nous donner dans l'avenir les outils pour améliorer ce parcours. Et le suivi, alterner, pourquoi pas, entre oncologues et gériatres, la place des réseaux, des DAC. En tout cas, il faut rester vigilant. Et dans ce parcours, il ne faut surtout pas oublier le médecin traitant et tous les libéraux qui interviennent, que ce soit les infirmières, les pharmaciens, les kinés et les DAC. En tout cas, il y a tout le monde a sa place dans ce suivi et dans ce parcours pour l'améliorer et amener nos patients vers une prise en charge optimisée. Donc, vous comprenez que travailler les parcours, c'est important. Il faut travailler déjà la porte d'entrée dans le parcours qui doit être systématique, comme je vous le disais. Au niveau de l'évaluation, il y a les décisions thérapeutiques et les propositions d'un PPS adapté, et donc pour cela, il nous faut l'évaluation au niveau de la RCP. Le suivi est indispensable, conjoint avec les oncologues, avec les spécialistes, et la coordination est nécessaire, notamment avec la ville et l'hôpital. Donc, pour finir, le parcours en oncogériatrie, il est complexe. Il y a encore beaucoup de choses à construire. J'espère qu'avec nos groupes de travail, on va pouvoir avancer aussi dans cette construction dans le suivi du traitement, dans la surveillance. Mais pour tout ça, il faut du temps gériatrique. Et là, on sait malheureusement que nous sommes en déficit, et que ce soit au niveau médical, au niveau infirmier. La DAC, je laisse Madame Khalifa parler des DAC. Donc, les 3 mots d'ordre, en tout cas en oncogériatrique, à retenir, c'est anticiper, prévenir et sécuriser. Je vous remercie. Merci, docteur Valero, pour cette présentation. Alors, j'ai une question deux questions qui n'en sont plus, mais auxquelles vous avez en partie répondu par rapport au suivi et à la place des infirmiers libéraux dans le suivi et dans la surveillance des patients, puisque la question c'était avant que vous précisiez, vous en avez parlé des libéraux, mais d'une manière plus générale, avant vous parliez des infirmiers. Donc voilà, la précision sur le rôle des infirmiers libéraux dans le suivi et dans la surveillance.
Je ne sais pas si vous avez des choses à apporter plus spécifiquement sur ce point-là. Et sur ce point, ce qui est important, c'est déjà de pouvoir communiquer ensemble. Et parce que voilà, quand on est à l'hôpital, on a la vision du patient, mais on n'a pas la vision à domicile et de ce qui se passe, hein. Donc, c'est vrai que c'était la raison pour laquelle on avait travaillé avec les réseaux gérontologiques, parce qu'ils se déplaçaient à domicile, hein, et l'importance, hein, de voir ce qui se passe à domicile et pas le reflet de ce que le patient peut nous donner en consultation. Donc, donc d'avoir donc cette interaction avec les infirmiers libéraux, avec les médecins, avec tous les intervenants du domicile est important. Donc, les outils numériques peuvent être utilisés. Je pense à Paco Globule, qui est un des outils qu'utilise le DAC, hein. Mais il y a aussi le contact, hein, téléphonique, hein. Et je vois que avec nos infirmières de coordination en oncogériatrie, en tout cas pour nous, notre expérience au CHU avec notre infirmière parcours, elle est énormément au téléphone avec les libéraux pour parler du patient et apporter une aide, hein. Et ça va dans les deux sens au final, hein. Et quand la personne est bien identifiée, le médecin traitant n'hésite pas à l'appeler, comme nous, on n'hésite pas non plus à aller vers eux. Donc, c'est comme ça que les échanges peuvent se faire, hein. Et merci pour ces précisions. Une autre question sur la place de la téléconsultation en oncogériatrie. J'ai pas d'expérience là-dessus. Le patient, je pense que, en tout cas, pour mon expérience, parce que je fais de l'évaluation depuis des années, il faut voir le patient. Il faut l'avoir en face avec soi dans son bureau. Ok. Donc, ce n'est pas quelque chose qui est pratiqué. Pour le suivi, ça peut être intéressant, mais pas pour Ouais. l'évaluation, hein. La première évaluation, le premier contact, cette évaluation qui est là, qui est longue, il nous faut le patient. Enfin, en tout cas, c'est ce que je pense, hein. Après, mais j'ai pas, voilà. Après, la téléconsultation pour du suivi éventuellement, mais pas pour le premier contact. Madame Khalifa, vous vouliez apporter des précisions par rapport à ce point-là? Il faut ouvrir votre micro. Essayer. Oui, envie juste de faire part de mon expérience, puisque sur d'autres activités que le DAC, je fais un peu d'oncogériatrie et un peu de télémédecine sur les plaies. Du coup, il m'est arrivé une fois de faire une télémédecine, une évaluation de télémédecine pour quelqu'un pour qui il fallait valider le fait qu'on fasse pas de traitement. Mais c'est compliqué et je suis d'accord avec Simon Valero. C'est pas du tout la même chose d'avoir quelqu'un en face que de faire l'évaluation en télémédecine, même en téléconsultation, en demandant à l'infirmière de le faire se lever, de le faire, de lui faire les tests. C'est vraiment compliqué. Merci pour ces précisions, ces témoignages. Je ne vois pas d'autres questions dans l'espace dédié. Donc, on va donner la parole au professeur Soubeyran pour son intervention. Merci beaucoup. Alors, Alors, à mon monsieur tour Valero, si vous de... pouvez enlever votre partage d'écran. Ah oui, Donc, Non, il y est toujours. j'ai enlevé là. Non, on voit encore. Je fais comment pour l'enlever? Arrêtez le partage. Vous Euh, cliquez en bas où vous avez partagé l'écran, vous cliquez sur arrêter le partage et normalement. Le problème, c'est que j'ai partagé, mais j'ai pas arrêté le partage, hein. C'est ça, Ah, attendez, je vais essayer de mon côté. parfois c'est un petit bouton rouge en haut. Arrêtez, ah oui, ça y est, c'est vu. Voilà. Pierre. Sauvé. Voilà. Ça y est, vous voyez mon écran? Ouais, très bien. Tac. Je me mets en Ok, projection. C'est très bon? bien. Ouais, très bien. Bon, alors les présentations pardon, sont faites pour s'articuler. Effectivement, je rentrais un petit peu plus dans le détail avec quelques petits points supplémentaires. Bon, le vieillissement de la population, je pense que c'est plus la peine de le dire. Là, c'est 1999 et 2019. Vous voyez clairement que en fait, notre pyramide des âges, elle est en train de devenir un champignon, quoi, en fait. Petit à petit, c'est une sorte de champignon atomique et on va avoir
une progression de notre population. Si je me focalise simplement sur les plus de 80 ans, vous avez l'évolution de la population entre maintenant et 2050. Vous voyez que bah, dans les pays de l'OCDE, ça passe d'un peu moins de 5% à environ 10%. En France, on passe de 6 à 12 environ. Il y a certains pays où ça va être assez dramatique, où les augmentations, vous voyez, la Corée par exemple, ça va être des augmentations assez majeures. En tout cas, la proportion d'adultes, là, je ne parle pas de patients avec cancer de plus de 80 ans, va augmenter au moins d'un facteur 2. Et puis, c'est logique de penser que ben, ça va nous concerner fortement pour le cancer, puisque l'âge médian du cancer, c'est 70 pour les hommes, 68 pour les femmes. Là, je prends les données de l'INCa. Et les faits actuels, c'est de considérer que à peu près la moitié des patients âgés avec cancer ont 70 ans ou plus. Donc la moitié de nos patients sont concernés par notre réflexion, même si tous les patients de plus de 70 ans n'ont pas besoin forcément d'une prise en charge conjointe. Si on regarde, là, je vous engage à aller voir cet article de Sophie Pileron qui est dans l'International Journal of Cancer, mais vous voyez l'évolution démographique, rien que les plus de 80 ans, ça va doubler. Et vous voyez que l'Europe, finalement, on va passer de 710 000 à 1,3 million à peu près de patients avec cancer de plus de 80 ans. Vous voyez que dans des pays comme la Chine, l'Amérique du Sud, etc., ça va être des augmentations beaucoup plus importante. Un autre élément qui est à considérer dans cette affaire-là, plus épidémiologie, c'est que, mais en fait, plus les gens sont, c'est les gens les plus âgés qui vont le plus augmenter. C'est-à-dire, vous regardez l'augmentation, alors là, c'est entre 1975 et 2040, vous voyez que ceux qui vont le plus augmenter, le facteur 17, là, c'est les 85 et plus. Donc, on va commencer à avoir dans nos patientèles des patients, on en voit déjà, mais des plus de 90. Moi, personnellement, je ne vois pas souvent des plus de 100 ans. Et on va commencer à avoir certainement des plus de 100 ans. Alors, donc, de plus en plus de sujets âgés, mais en fait, les sujets âgés, ils sont multimorbides, c'est-à-dire qu'ils ont au moins 2 maladies. Et là, si vous regardez le nombre de morbidités en fonction de l'âge, en bleu pâle en haut, vous avez les gens sans comorbidité, et puis après, c'est 1, 2, 3, 4, etc. Ben, vous voyez que au-delà de 70 ans, on est déjà aux 2 tiers des patients qui sont concernés. Au-delà de 80, on est plutôt pas loin de 80% des patients qui ont au moins 2 maladies, ce qui veut dire que la plupart des patients avec cancer vont avoir des maladies associées et qu'il va falloir les gérer. Donc, les cancers sont âgés et ils sont multimorbides. Donc, il va falloir gérer avec ce problème qu'a évoqué Simon à l'instant d'une espérance de vie variable. Ça, je vous ramène au papier de Louise Walter, qui est, bon, vous avez sûrement vu cette diapo plus ou moins arrangée régulièrement, en gros, qui montre l'espérance de vie variable d'un patient à un âge donné. Donc, vous avez en haut les femmes, en bas les hommes. Les femmes, vous voyez que ça varie de 10 à 20 ans, les hommes de environ 7 ans à 18 ans, et que ce rapport, il va augmenter avec l'âge. Vous voyez, là, c'est un facteur 2 quand on est chez les jeunes, et on va passer plutôt à un facteur 4 si on est vers 90-95 ans. On a les moyens de le prédire avec un certain nombre d'outils, Lee, Schoenberg, encore Walter, qui ont des outils qui peuvent permettre d'estimer l'espérance de vie à 1 an, 4 ans, 10 ans, etc., ce qui peut nous aider à éclairer les décisions. Mais en gros, il a fallu évoluer vers des concepts et donc vous aviez ces premiers schémas, là, ça date de 2000, ça c'est le papier de Lodovico Balducci, qui essaie de conceptualiser un peu l'analyse avec des patients pour lesquels on peut proposer un traitement comme des jeunes, des patients pour lesquels il vaut mieux rester calme et proposer un traitement de confort, et puis des patients intermédiaires, et c'est ceux qui nous posent le plus problème, sur lesquels il faut réfléchir un peu en fonction de leur espérance de vie et autres. Vous avez après l'approche comme l'a évoqué Simon, mais là je ne veux pas passer
pas passer le détail, mais retenez quand même qu'un outil de dépistage, ce n'est qu'un outil de dépistage, que ce soit le G8 ici, le FOG ou un autre. Ce qui est important, c'est de faire un outil de dépistage, quel qu'il soit. Par contre, quand vous avez des patients qui ont un outil de dépistage qui score normal, bah, sachez qu'il y a quand même, c'est quand même un patient âgé. Donc, si votre instinct vous dit attention, bah, il vaut mieux quand même demander l'avis du gériatre. Et si le score est franchement anormal, il peut y avoir, mais la probabilité est relativement faible malgré tout, il peut y avoir quand même parfois une évaluation gériatrique normale. Donc, ce n'est pas un outil décisionnel, c'est vraiment un outil de repérage. Avec la stratégie classique, encore une fois, on est là pour éclairer la décision oncologique. Alors, je vais venir très vite aux résultats des essais thérapeutiques, parce que là, il s'est passé beaucoup de choses dans les dernières années. Il y a eu 3 grands essais d'oncogériatrie. Le premier, c'est le GAP70 de Supriya Moïse, donc Rochester. Là, elle a testé dans des hôpitaux, ils appellent les community hospitals, pour nous, c'est les CHG, les centres privés. Ils ont donné des conseils gériatriques, une évaluation gériatrique, puis des conseils gériatriques à des équipes d'oncologie. Et bien que le gériatre ne fasse pas de co-management, c'est-à-dire de suivi du patient en parallèle de l'oncologue, bien que ce soit quelque chose de quand même un petit peu réduit par rapport à ce qu'on estime nécessaire, ben vous avez un bénéfice en termes de toxicité. Vous voyez que les patients dans le bras test, donc avec évaluation gériatrique, ont nettement moins de toxicité. Là, dans cet essai, c'était 20% de toxicité. Ce résultat, il est confirmé par un deuxième essai avec une approche plus classique, avec du co-management, etc. Et là, on a toujours un bénéfice de 10% de toxicité. Les populations n'étaient pas exactement les mêmes, les chimios n'étaient pas exactement les mêmes, enfin, ou thérapies ciblées, etc., etc. Donc, on peut imaginer que cette différence ne soit pas interprétée stricto sensu. En tout cas, avec une approche commune oncologue gériatre, on peut diminuer le risque de toxicité. On peut aussi diminuer la qualité de vie. Ça s'est montré par un troisième essai, Integeret, qui montre un bénéfice en termes de qualité de vie. Mais cet essai ne montre pas que ça. Il montre également une diminution de l'accueil aux urgences. Moins d'urgences et puis moins d'hospitalisation. Donc, les patients âgés pris en charge, ils ont moins de toxicité, ils ont une meilleure qualité de vie, ils vont moins aux urgences, ils ont moins longtemps en hospitalisation. Et puis, finalement, ils arrêtent moins leur traitement, et en particulier, vous regardez en dessous, ils arrêtent moins leur traitement pour toxicité. Donc, voilà des résultats qui sont quand même très intéressants, qui valident l'approche gériatrique. Et comme l'a dit Simon Valero à l'instant, et j'insiste dessus, il ne s'agit pas seulement de faire une évaluation au départ, il s'agit d'une prise en charge commune avec les équipes d'oncologie et de gériatrie. Et puis, il y a une deuxième vague qu'il faut regarder un petit peu à part, même si ce ne sont pas des essais qui sont spécifiques des patients âgés, sont les essais de médecine digitale. Et là, il y a quelque chose qui est quand même très, très intéressant parce qu'on va avoir beaucoup de patients âgés. Et puis, quand on est dans une grande région comme la nôtre, on a beaucoup de gens qui sont un peu isolés, pour lesquels l'hôpital va être un petit peu loin. Et donc, on a besoin d'avoir des outils. Et là, les outils digitaux, là, c'est juste des outils digitaux avec des patients qui répondent à des questions. Ben, ça montre un bénéfice, là, encore pour les hospitalisations d'urgence. Et c'est quand même pas inintéressant de voir que les patients qui sont inexpérimentés pour tous les outils informatiques, ce qui va être quand même une bonne partie de nos patients âgés, eh bien, ils en bénéficient plutôt plus que les patients qui sont expérimentés. Alors, tout ça, bien entendu, c'est à mettre en relation avec les conditions de vie, etc., etc. Bien sûr, ceux qui sont qui sont habitués à utiliser des ordinateurs sont probablement ceux qui sont plus entourés, donc un contexte de vie un petit peu différent. Mais enfin bon, un résultat intéressant. Deuxième résultat intéressant, c'est qu'ils ont montré un bénéfice en survie globale. Là, c'est un essai américain, donc toujours
l'outil surveillance web, le patient, il répond à des questions toutes les semaines en général, une dizaine de questions. Ça arrive sur un serveur à une infirmière qui va gérer et prendre éventuellement des décisions au fur et à mesure des événements. Et ce bénéfice en survie globale, dans cet essai américain, il est confirmé en même temps par un essai français. Ça, c'est l'essai de Fabrice Denis, c'est le piloté au Mans, et qui montre là aussi un bénéfice de survie. Et je pense que c'est pas inintéressant. Le précédent, c'était des cancers tout confondus. Celui-là, c'est des cancers bronchiques avancés ou métastatiques. Et ils ont fait soit surveillance par l'outil, soit surveillance en consultation régulière. Et dans ce groupe, on a un bénéfice en survie avec seulement 160 patients environ. C'est quand même majeur quand on voit tout ce qu'on fait avec nos thérapies ciblées. Et leur façon de l'expliquer, c'est parce que on fait probablement un diagnostic plus précoce des rechutes, puisque dès que les symptômes se manifestent, l'infirmière est au courant et elle va pouvoir répercuter sur les équipes. Et donc que probablement les patients arrivent en meilleur état général au moment de la rechute pour amorcer le traitement, et donc il y a un peu plus de choix de traitement, un peu plus de possibilités, et cetera. Encore une fois, on n'est pas sur que des patients âgés. Et puis ce bénéfice urgence, survie, eh ben, il est également en qualité de vie. Là, on a 2 essais, encore l'essai de Fabrice Denis et puis un autre essai d'Ethan Bach. Là, c'est un autre essai, Protect, qui est publié dans le JAMA en 2022. Vous voyez, encore un bénéfice de qualité de vie. Donc, on a quand même un certain nombre de bénéfices de 2 types d'éléments, les éléments oncogériatriques et puis les éléments de suivi web, même si on peut penser que les patients âgés sont pas forcément actuellement les plus à même d'en bénéficier. En tout cas, tous n'ont pas accès à l'ensemble de ces outils, comme l'a montré une étude que vous avez peut-être vue en mai dans le JCO d'une équipe française. C'est l'essai Fastoche, publié par l'équipe de Tours que Simon connaît très bien. Alors, comment intégrer ces résultats pour un bénéfice maximal? Alors, on avait fait, dans le cadre de la SOFOG, donc la Société francophone d'oncogériatrie, on avait fait un petit groupe de travail qu'on a appelé Priorité Âge Cancer. On bénéficiait d'un soutien de Sanofi et en fait, on a travaillé entre la SOFOG, qui était à l'initiative, on va dire, et la Société française de gériatrie gérontologie. On a fait un groupe de travail qui est multidisciplinaire, multiprofessionnel, je dirais. Donc, vous allez avoir des oncologues, des gériatres, bon, pas mal d'oncologues et de gériatres, mais vous avez aussi une spécialiste d'économie de la santé, vous avez un coordinateur de réseau, vous avez une patiente, vous avez une pharmacienne d'officine, un médecin généraliste et puis 2 sociologues. Et notre idée, c'est d'essayer de voir si, en fonction de tous ces éléments, on ne devait pas repenser nos organisations sur le parcours de soins, sur la place des IPA des aidants, sur le rôle de la ville, médecins traitants, des pharmaciens en ville, etc. Et donc, on a proposé un certain nombre de choses qui ont été transmises, bien entendu, à l'Institut du cancer, qu'on a essayé de diffuser. On a eu des liens avec le Sénat, notamment, pour leur expliquer ces propositions-là. On essaie de sensibiliser un peu les choses. Alors, les éléments qui ressortent, c'était avoir une gradation coordonnée des soins en fonction du patient, en généralisant les outils de repérage de la fragilité. Ça, je crois qu'on l'a évoqué. Mais c'est aussi développer les métiers du parcours de soins pour assurer une véritable coordination médicale. Et ça, je pense que c'est très important. Et Sandrine nous en reparlera après, parce que là, on est clairement dans le rôle des DAC. S'appuyer sur le maillage territorial, là aussi, encore une fois, le lien ville-hôpital, il est vraiment essentiel. Et puis, promouvoir les entretiens pharmaceutiques en oncologie. Je crois que de plus en plus dans les centres, quand on fait de l'évaluation gériatrique, on le fait, mais je pense que ce n'est pas encore assez développé parce que les pharmaciens peuvent être d'un grand apport pour nous aider. Je parle particulièrement pour les oncologues, parce que les gériatres, ils sont déjà beaucoup plus coutumiers de ces questions d'équilibre des médicaments.
Deuxième point, avoir un parcours de vie pour ces patients âgés. Donc, c'est développer l'éducation thérapeutique sur les maladies de traitement. C'est vrai que c'est très développé dans d'autres parties de la médecine, mais en cancérologie assez peu. Donc, on est en train d'essayer de le faire. Renforcer l'information, la transparence et la pédagogie, ça va un peu avec. Et promouvoir la création de patients experts, patients partenaires. Vous savez qu'il y a des expérimentations un peu partout en France, notamment dans notre région. Il y a un certain nombre de patients experts qui sont financés par les RS dans différents établissements. Et je pense que ce sont de très belles expériences dont tout le monde se réjouit quand on arrive à les mettre en place. Même si ça demande une certaine expertise, une habitude, et cetera, et cetera. Je parle pas seulement des patients, je parle aussi des équipes pour arriver à trouver la place de chacun. Et puis, ce rôle essentiel qui est le rôle des aidants, où il faut absolument les intégrer un petit peu plus. Je sais que c'est un problème qui est très vivant en gériatrie et qu'il faut qu'on développe sur la partie oncologie beaucoup plus. Et puis une dernière partie, là, c'est le lien avec les acteurs de premier recours pour tout ce qui est prévention. Et puis la notion de dépistage, vous savez que c'est en général du style 50-75 ans et que bon, ouais, parfois, il faudrait commencer le dépistage un petit peu plus tôt, comme dans les cancers du côlon, mais sans doute avec l'espérance de vie qui a beaucoup évolué, ça pourrait devenir très, très intéressant, y compris au-delà de 75 ans, et c'est un vrai sujet. Alors, je pose juste dernier point, et j'insiste encore une fois, un grand merci aux équipes de Poitiers, Simon Valero en particulier, mais pas que, toute l'équipe qui va avec, sur rescrit tarifaire. Grâce à eux, maintenant le ministère reconnaît, la DGOS reconnaît le financement d'une consultation pour des patients fragiles avec un médecin et une infirmière, et ça, c'est quelque chose qui peut nous permettre de convaincre nos directions de développer des hôpitaux de jour gériatriques. Alors, pour appliquer tout ça, ce qu'on a développé, c'est un projet européen, et je terminerai là-dessus, qui essaie de mettre tout ça en musique. Alors, je viens en clair, le tout ça en musique, c'est d'essayer de changer notre organisation, c'est-à-dire faire du lien ville-hôpital beaucoup plus, et puis essayer de cultiver un lien plus régulier avec le patient pour pouvoir intervenir en vie réelle, quoi, au fur et à mesure où les événements surviennent et non pas seulement au rythme de nos consultations. Et ce qu'on a imaginé, ce qu'on a proposé, c'est de mettre une infirmière au centre du dispositif. Alors là, on l'a prévu, une infirmière de pratique avancée ou une infirmière de coordination, en tout cas une infirmière déjà expérimentée, qui peut être le contact direct avec le patient, ce qui ne veut pas dire que c'est le contact exclusif, mais c'est le contact facile, direct du patient vers l'infirmière, et avec une infirmière qui se retrouve dans un rôle plus de gérer l'information et de s'assurer de sa dissémination auprès de l'ensemble des soignants, que ce soit des soignants de l'hôpital ou des soignants de la ville, à côté, à proximité du patient. Donc là, c'est déjà un gros changement d'organisation. Et pour que ce changement soit possible, ce qu'on a prévu, c'est des moyens digitaux. Donc, je suis en cohérence avec ce que je viens de vous présenter. C'est-à-dire, en fait, un ensemble d'outils digitaux mis à disposition qui vont faciliter tout ça. Alors, d'abord, c'est un tableau de bord structuré. Tableau de bord structuré, c'est-à-dire avoir sur un tableau de bord informatique un petit peu joli, à la fois les données générales du patient, mais également ses comorbidités, son évaluation gériatrique, les données sur le cancer pour ce qui nous intéresse, mais ça pourrait être sur une autre maladie en fait, et puis des données de décision partagée, c'est-à-dire pour quel objectif le patient souhaite-t-il se faire traiter? Est-ce que c'est pour être guéri? Ou est-ce que c'est pour maintenir son autonomie, sa qualité de vie, sa vie à domicile, et cetera, par exemple? Donc, lui donner, lui demander ses attentes et priorités. Et deuxième point, quelle place il veut prendre dans la décision? Est-ce qu'il dit, bah, moi j'ai choisi mes médecins, c'est mes médecins qui décident et moi je suis? Ou au contraire, est-ce qu'il dit, bah non, moi, dites-moi exactement quelle décision vous envisagez et sur quels arguments, et puis je prendrai ma décision après. Et on peut avoir différents grades.
Ça, c'est un premier point, tableau de bord. Donc, l'idée, c'est que l'infirmière elle remplisse ce tableau de bord et qu'il soit à disposition des médecins avec des outils digitaux, forcément. Ça peut être bien facilité, d'autant plus qu'on fera un lien avec les dossiers informatisés dont on dispose ou avec le dossier communicant cancer dont on dispose également. Deuxième outil, les outils classiques qui ont été testés dans les essais que je vous ai montrés, c'est-à-dire un petit outil web où le patient va répondre à des questions sur sollicitation toutes les semaines, tous les mois. Là, on a ajouté pour quelques questions tous les jours, petit challenge, on verra si ça marche bien. Et puis, troisième point, une bibliothèque de conseils adaptée, c'est-à-dire que, il y a toute une bibliothèque que le patient a à disposition, mais au fur et à mesure où il répond aux questions, s'il déclare de la diarrhée, par exemple, les conseils de diarrhée vont remonter en haut et il va les voir éclairés pour regarder, pour lui dire qu'il faut boire plus, etc., etc., etc. Plus il y a quelques conseils aussi pour bien vieillir, parce qu'on ne pouvait pas se priver, bien entendu, de médecin. Donc, on le fait avec une petite boîte qui est une boîte irlandaise qui développe ces outils. On les a co-construits avec les patients sur la lisibilité, la faisabilité, etc., etc. Voilà, alors pour conclure, on vit un vrai changement d'air. Il y a plus de sujets âgés, et donc plus de sujets multimorbides. On a de nouveaux métiers à disposition, de nouveaux outils et je pense qu'on a quand même démontré que le repérage de la fragilité, c'était utile, que l'intervention gériatrique, maintenant, c'est utile, que les outils digitaux sont utiles et on veut essayer de travailler sur une nouvelle organisation des soins. Alors, tiens, une petite parenthèse sur Géronte actuellement, mais c'est des IPA hospitalières qu'on a envisagées. Mais dans mon esprit, il y aura une étape après parce que c'est pas logique que ce soit des IPA hospitalières, ça doit être plutôt des IPA de ville, plutôt des IPA qui vont avoir un certain nombre de personnes fragiles dans leur clientèle dont il faut s'occuper et qui se retrouvent un peu au centre et qui connaissent tous les soignants du patient et vont diriger vers le soignant de la pathologie, la maladie la plus importante. Pendant le cancer, ça va être l'oncologue, mais on peut imaginer qu'après, pendant la cardiopathie, c'est plutôt le cardiologue qui va être en ligne. Donc, bon, beaucoup de travail qui reste à faire. Sans parler, et là on ne l'a pas évoqué, de la place probable de l'intelligence artificielle. Et puis j'ai une toute dernière diapo, juste, Simon l'a pas fait, mais je fais la pub pour le congrès de la SOPHOC qui aura lieu à Poitiers dans pas longtemps, à la fin de l'année. Et c'est très bien, c'est sympa, c'est convivial, c'est que du bonheur. Et puis après, chez l'équipe de Poitiers, je suis sûr que ça va être super. Donc, venez, voilà. Merci pour cette présentation. Alors, je me fais le relais de deux questions. La première, c'est est-ce que vous pensez que les professionnels sont suffisamment informés et formés au parcours de soins en oncogériatrie? Ah, ouais, forcément. Ça, c'est une très bonne question, c'est très juste. Je pense qu'effectivement, on doit beaucoup travailler. Hier, je revoyais des communications qui ont été soumises à la SOPHOG et il y avait certains projets qui étaient beaucoup sur ça, sur comment on diffuse l'information. C'est le rôle des UCOG, comme l'a dit Simon tout de suite, hein, c'est le rôle des UCOG, c'est de diffuser le message. Et donc, je pense qu'il faut que sur le côté com, on progresse. On ne le fait pas assez. On est de braves médecins, on est de braves soignants, on sait soigner nos patients, etc. Ce métier de com, c'est un métier qu'on connaît sans doute un petit peu moins bien, en tout cas on a moins les outils. Et donc il faut sûrement qu'on travaille avec le gérontopole, notamment par exemple, pour essayer de diffuser l'information. Oui, 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 je pense que ce n'est pas assez connu. On avait montré par exemple dans une étude il y a quelques années que quand les soignants étaient formés à l'oncogériatrie, ils référaient beaucoup plus volontiers leurs patients à l'hôpital d'à côté parce qu'ils étaient plus en confiance sur la démarche oncogériatrique et le fait que c'est pas en l'envoyant en cancérologie s'il y avait cette pensée-là que forcément le patient allait être agressé, mais qu'il allait avoir un traitement à sa hauteur.
Ça, je pense que c'est très important. Oui, 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 oui. Là, mais on a beaucoup de boulot à faire encore. Autre question, vous avez évidemment parlé des cancers qui sont multimorbides, avec une diminution du risque d'hospitalisation quand il y a le double suivi, si je puis dire, onco-gériatre. Est-ce que c'est dû en partie ou dû au risque de diminution de la iatrogénie médicamenteuse? Cette diminution Alors, je pense que Simon et d'urgence ou Sandrine pas pourront que? compléter ma réponse. Moi, je reste sur un chiffre que j'ai lu dans la littérature, qui est que 20% des hospitalisations des patients âgés sont liées à la iatrogénie. C'était un papier du BMJ dont je me souviens notamment, et puis je l'ai réentendu dire par d'autres après. Euh, je pense en tout cas que, alors, s'il y a une conciliation médicamenteuse faite, que ce soit par un gériatre ou un pharmacien, je pense qu'on diminue énormément ce risque. Mais je pense que il y a quand même beaucoup de iatrogénie. Bon, je repense à ma petite maman, moi, hein, qui avait une bradycardie et qui était toujours sous bêta-bloquant parce qu'elle avait fait un encore de stress 20 ans avant, alors qu'elle avait un 40-45 le matin avec des symptômes et tout. Et le médecin traitant ne voulait pas toucher à son truc. Je pense qu'elle elle aurait vu un gériatre. Alors j'ai pris une décision d'autorité, j'ai arrêté le bêta-bloquant et elle s'en portait très bien. Et j'ai demandé conseil au gériatre quand même avant. Ok, merci. On va essayer de respecter à peu près le timing. Donc, Madame Khalifa, je vais vous demander de faire votre présentation. Donc, vous avez 20 minutes, pas de problème. Je vous laisse partager votre écran. Et merci pour les réponses. Alors, est-ce qu'on arrive à partager? C'est bon là, maintenant? Non, là, on ne le voit pas encore. Non. Ah, bizarre, parce que moi, j'ai que ça sur mon écran. Alors, attendez. Je vous ai perdu. Là. Pourtant, j'ai bien fait partage écran. Et là? Ça, oui, oui, c'est bon. Vous pouvez le mettre en diaporama pour que ce Oui. soit plus visible. J'essaye de faire. On le voit. Comme ça, c'est bon? Ouais, parfait. Allez-y. Bon, j'essaye de tenir le timing. Bonjour à tous et merci de m'avoir invité. Donc, souvent on entend parler de DAC, mais on a aussi entendu parler de Click Réseau, PTA, Maya. Donc, qu'est-ce que c'est qu'un DAC? Donc, c'est le regroupement de différentes structures de coordination qui ont été créées au fil du temps dans le plan Alzheimer, dans les plans gérontologiques. Pour certains, dans le territoire Nouvelle-Aquitaine, quand on a été territoire d'expérimentation du PAERPA, c'est-à-dire prévenir la perte d'autonomie liée au vieillissement. Donc, il a été décidé il y a quelques années de rassembler tous ces dispositifs dans une structure unique, un numéro unique. C'est le dispositif d'appui à la coordination des parcours complexes. Sachant que les clics n'existent pas dans tous les départements, ça dépend des départements. Donc, c'est un acteur unique, un numéro unique, c'est le même numéro pour l'ensemble de la Nouvelle-Aquitaine. Par contre, petit aparté pour les Niortais, même si les gens de Benay viennent beaucoup chez nous, c'est pas loin, mais Benay c'est la Vendée, donc c'est pas le même, c'est pas la même numéro, hein. Donc c'est Nouvelle-Aquitaine. Donc ça peut être sollicité par les professionnels ou par les usagers pour toute pour toute personne en situation complexe du fait de sa pathologie ou de son handicap, mais qui n'est pas déjà pris en charge dans un autre dispositif. Et pour faire un lien donc vers les structures existantes, informer, accompagner et donc aider à la rédaction et à la mise en place sur tout parcours de santé et de vie en coordination avec les professionnels de terrain. Donc moi j'ai rajouté aux diapos officielles mes petites diapos euh, on va dire artisanales pour insister sur le fait que c'est non payant pour les usagers.
qu'on est à disposition autant que des usagers que des professionnels, qu'il y a tout âge et toute pathologie, dont les cancers, et qu'il faut appeler le DAC du territoire où habitent les personnes. Donc, l'idée, hein, c'est de centraliser, d'articuler les acteurs. On va faire un premier contact avec la personne, savoir si elle est d'accord pour qu'on la prenne en charge, et on va faire un contact avec l'ensemble des, des professionnels qui gravitent autour de l'usager en situation complexe, faire éventuellement des concertations multidisciplinaires, voire des conciliations à domicile avec la famille pour établir un plan personnalisé de prise en charge, sa mise en œuvre et accompagner la personne et ses aidants dans la mise en œuvre. Jusqu'à éventuellement, enfin, même si on essaye de maintenir la personne à domicile le plus possible, accompagner dans la recherche d'un établissement adapté si le domicile devient dangereux, difficile, ou si la personne ne souhaite plus y rester, en sachant que la personne est toujours accompagnée en fonction de ses souhaits. Donc, informer, orienter, c'est le premier niveau. Donc, les acteurs du DAC sont des professionnels issus soit du milieu sanitaire, hein, des infirmiers, soit du milieu social, assistants sociaux ou j'ai oublié le terme, mais c'est aider les personnes à gérer leur budget et qui vont après avoir un une formation pour être coordonnateur dans un DAC. Donc ils ont tous la même formation et ils peuvent échanger souvent dans nos équipes. On a des personnes qui ont des formations diverses et ça permet justement d'échanger, de compléter nos points de vue. Donc on va évaluer la situation, évaluer les fragilités, hein, les coordonnateurs de DAC sont formés à l'évaluation de la fragilité et faciliter l'accès aux différents acteurs du territoire, puisque les DAC connaissent bien leur territoire de proximité et les différents acteurs. On peut aider à faire les démarches. Donc, oh pardon, je suis partie en arrière. Certains DAC, comme les Deux-Sèvres, ont un médecin coordonnateur. Moi, je n'interviens qu'en deuxième ligne, quand les coordonnateurs sont en difficulté ou quand il y a besoin d'une évaluation médicale, soit à la demande du médecin traitant, soit parce qu'il n'y a pas de médecin traitant. Donc pareil, je vous remets une petite diapo artisanale pour bien insister sur le fait que les actions se font en accord avec l'usager et le médecin traitant, dans un principe de subsidiarité, c'est-à-dire que on ne va pas coordonner s'il y a déjà un dispositif de coordination en place, comme l'hospitalisation à domicile, l'équipe mobile de soins palliatifs, etc. Hein, quand on est plusieurs acteurs, on se met d'accord sur ce qui est le plus adéquat et nous, on ne va pas intervenir alors qu'il y a déjà de la coordination. La coordination, elle peut être plus ou moins soutenue et elle peut être ponctuelle ou elle peut être durable. Et notre rôle aussi, c'est de repérer les situations de rupture de parcours, en fait. À chaque fois qu'on pense qu'il y a un risque, on va mettre en place une coordination soutenue. La coordination, elle se fait par téléphone ou par des visites à domicile, souvent pour notre part les deux. Donc on travaille avec d'autres partenaires pour développer le lien ville-hôpital, notamment les CPTS, pour travailler des parcours. Et là, par exemple, sur le sud de Sèvres, on travaille avec les CPTS et l'hôpital sur un parcours oncogériatrique. Donc, on a commencé par faire en sorte que tous les acteurs se rencontrent et se connaissent physiquement, que chacun définisse dans le parcours ce qu'il peut faire en pratique. Et on est en train d'écrire un livret, donc pour dire si par exemple j'ai des questions sur mon traitement, j'appelle
l'infirmière d'oncologie ou j'appelle mon pharmacien. Quand est-ce que je peux appeler mon médecin traitant? Bon, les médecins traitants ont répondu si j'ai pour ma pathologie chronique autre que le cancer, par exemple. Voilà. Donc, pour un peu clarifier les choses, parce que les patients se retrouvent en fait face à de nombreux intervenants et se demandent qui fait quoi. Et ça a permis aussi des échanges riches entre professionnels. Hem, on participe à des échanges interprofessionnels comme celui, d'aujourd'hui, mais aussi, en étant membre, de la CPTS. Alors, pour illustrer les choses, je trouvais plus simple de vous faire quelques cas cliniques. Je vais être rapide, je fais attention au temps. Donc j'ai 3 cas cliniques rapides. Madame A, 85 ans, elle vivait seule, dans une petite ville là, en périphérie de Niort. Elle avait un cancer du sein, mais au moment où on lui a diagnostiqué, elle avait, 75-76 ans. Et au screening, elle n'était pas fragile, elle n'a pas eu d'évaluation, oncogériatrique et là, elle a une reprise évolutive. Les oncologues se sont rendus compte, que sur, son dernier examen, il y avait, des ganglions, métastatiques, mais elle vient plus à les consultations de suivi de l'oncologue et quand on l'appelle, elle répond pas au téléphone. À la RCP, on en discute, ils ont essayé d'appeler le médecin traitant, mais ils se sont rendus compte qu'il avait cessé son activité, donc pas possible non plus de le gérer. Il y a pas d'autres coordonnées dans le dossier, donc du coup, la situation est orientée vers le DAC. Alors, bah, bien sûr, nous, on n'est pas magiciens, elle répondait pas non plus, à nos appels téléphoniques, mais en travaillant avec l'équipe d'oncologie, ils ont fini par retrouver dans le dossier, le nom d'une infirmière, donc ce qui nous a permis d'être, mis en contact avec elle. Par son intermédiaire, elle a informé, madame A, qui avait un souhait d'intervention du DAC. Elle a obtenu son accord, mais comme cette dame, elle répondait toujours pas au téléphone, ben, l'infirmière a obtenu l'accord, qu'on ait le numéro de téléphone de son fils et quand on a appelé son fils qui habitait à Nantes, en fait, il a découvert que sa mère était suivie en oncologie, et il a accepté, qu'on fasse une visite à domicile en sa présence, ce qui était aussi, le souhait de madame A. Et quand on est allé, l'évaluer à domicile, donc là, j'y suis allée puisqu'il y avait pas de médecin traitant. En fait, madame A avait des troubles cognitifs importants. On s'est rendu compte qu'elle avait, un ami qui sûrement l'étayait jusque maintenant, mais cet ami était malade et ne venait plus. Et comme elle était essoufflée, qu'elle avait pas de médecin traitant, bah, elle était allée voir le pneumologue, le cardiologue, elle avait eu des épreuves fonctionnelles respiratoires, elle avait eu une épreuve d'effort, heu et elle se disait: «Bon, bah, mon cancer, du sein, ça va, ça fait longtemps, je verrai plus tard l'oncologue, puisqu'il faut d'abord que je sache pourquoi je suis essoufflée». Donc l'évaluation à domicile a permis de faire, le point sur, les urgences à gérer médicalement, de lui expliquer aussi, le lien entre l'essoufflement qu'elle ressentait et la reprise de son cancer et l'intérêt de, reprendre un suivi. Il a permis aussi, de donner les explications avec leur accord à tous les 2 en présence de son fils qui a découvert la maladie, donc on a participé à l'annonce de la maladie dans la famille, répondu aux questions et donc refait un lien, aussi, avec, entre l'hôpital et le fils puisque donc on a contacté l'hôpital, demandé à ce qu'il soit informé des consultations systématiquement, fait un lien entre la ville et l'hôpital en informant l'hôpital que, vu les troubles cognitifs, il fallait absolument que l'infirmière libérale soit informée à chaque fois, des changements, et des éléments importants pour qu'elle puisse, faire le suivi. On a, aidé à retrouver un médecin traitant en faisant un lien avec la communauté, territoriale de santé, aidé à mettre en place un plan d'aide et bon malheureusement, elle avait perdu des chances, hein, en perdant plusieurs mois de suivi. Les ganglions étaient, très importants
et elle a échappé au traitement. Il y a eu un relais par l'équipe mobile de soins palliatifs, donc le DAC s'est retiré puisqu'il n'y avait plus de raison de faire de la coordination. Autre cas, Madame D, 78 ans, elle vit à domicile à Niort avec son époux, pas d'enfant, elle est isolée puisqu'elle est en conflit avec sa sœur. Histoire particulière, elle avait construit sa maison sur le terrain de ses parents pour vivre avec eux, mais elle n'avait pas pensé que le terrain, il appartenait dans l'héritage autant à sa sœur qu'à elle, donc il y avait des gros conflits et une inquiétude pour elle de où est-ce que je vais aller puisque ma sœur réclame ma maison et mon terrain. Elle s'était découvert un cancer du sein par autopalpation. Il y avait eu l'évaluation cogériatrique. Elle n'était pas fragile, mais elle nous avait pas parlé de son époux. Elle nous avait dit que son époux attendait dans la voiture. Elle avait oublié de nous dire qu'il attendait dans la voiture puisqu'elle ne pouvait pas le laisser tout seul à la maison. Et c'est l'infirmier, en fait, qui après la chirurgie, l'infirmier libéraux, qui a alerté le DAC en disant: «Mais elle est très, très fatiguée, son époux a des troubles cognitifs, il ne reconnaît pas que sa femme est malade, il veut aucun étranger à la maison, pas d'aide, elle est débordée, elle en peut plus». Et donc là, on fait, l'intervention du DAC a permis d'évaluer à domicile monsieur, en accord avec le médecin traitant, donc qui lui pensait qu'il avait pas de troubles cognitifs, mais nous a dit: «Ben, je le vois, que 2 fois par an dans mon cabinet, j'ai pas l'impression». Hem, on a aidé madame D à annoncer la maladie à son époux. Elle lui avait jamais montré la cicatrice. Il n'avait pas compris qu'elle avait été opérée. On les a aidés à mettre en place un plan d'aide, mais très progressivement puisque monsieur refusait toute aide au début. On a commencé par aider, à mettre en place la livraison des médicaments par la pharmacie puisque en fait, sinon madame, elle était obligée d'attendre que monsieur, veuille bien ou arrive surtout à sortir la voiture, du garage pour l'emmener à la pharmacie, donc il y avait des ruptures dans le suivi de traitement. On a fait le lien avec l'équipe d'oncogériatrie et d'oncologie aussi, surtout parce que, elle arrivait pas à mettre son vernis, mais l'équipe d'oncologie s'était dit que son mari devait l'aider, mais en fait, il n'en était pas capable. On l'a écoutée, on a fait un lien avec la psychologue du service et elle a été mise en lien avec le service social du département, par rapport à toutes ces questions, sur, ses droits. Donc, le rôle du DAC, ça a été d'évaluer les fragilités, donc de recentrer les choses puisque en fait, l'évaluation de la fragilité n'a pas été la même à domicile que sur place. Notamment, on a pu constater que le domicile était trop dangereux avec un escalier sans garde-corps. Donc si jamais sous Taxol, elle avait, une neuropathie au niveau des membres inférieurs, un risque de chute augmenté, il y avait un risque de chute très grave. On l'a informé, l'a aidé, orienté et puis, on l'a accompagné sur le long cours. On a accompagné le couple au long cours jusqu'à ce qu'il y ait une entrée du couple en structure. Puisque madame, a considéré que ce serait plus simple d'aller en structure tous les 2, mais il a fallu du temps pour que monsieur l'accepte. Dernier cas, monsieur P, 76 ans, donc lui, il vit à domicile en milieu rural. Ils étaient arrivés dans les Deux-Sèvres pour suivre leurs enfants, militaires. Les enfants militaires ont été mutés dans le sud de la France et eux, pour l'instant, ont pas encore pu les rejoindre, donc ils se retrouvent très isolés. Monsieur a un cancer de la prostate, on l'a évalué, de fragilité intermédiaire, notamment, risque de dénutrition, de chute et un moral, en berne, du fait de sa perte d'autonomie et de son asthénie. En oncogériatrie et c'est nous qui avons orienté vers le DAC, du fait de l'asthénie, parce qu'il est tellement fatigué là, en cours de radiothérapie et d'hormonothérapie qu'il conduit plus, mais plus de conduite automobile en milieu rural. Avec une épouse qui a une DMLA, ça veut dire plus personne pour faire les courses, donc ils étaient en difficulté et puis madame était perdue parce que malgré le fait qu'elle suive les conseils, qui avaient été donnés par le radiothérapeute, il avait des diarrhées ou la constipation avec, une aérophagie qui gênait, la radiothérapie. Du coup, elle avait
vu la diététicienne de l'hôpital, elle essayait de suivre les conseils au maximum. Elle avait appelé la Ligue, elle avait été en lien avec une naturopathe qui avait donné d'autres conseils. Elle était perdue. Donc en oncogériatrie, elle avait eu une longue entrevue avec la diététicienne pour tout reprendre. Mais elle disait, ben, ça m'épuise tout ça, j'en peux plus. Donc c'était aussi le rôle du DAC. Donc, qui a fait un lien avec les transports solidaires pour accompagner madame à faire ses courses, puisqu'elle ne souhaitait pas qu'on fasse les courses à sa place, mais bien qu'on puisse l'emmener faire les courses. Elle a été mise en lien avec la PFR de façon à pouvoir avoir un soutien pour elle. Et puis, monsieur n'avait pas accepté de faire d'activité physique adaptée, mais du coup, avait entendu que c'était important l'activité physique, donc on a pu la mettre en lien avec un programme PEPS. Et donc, en fait, ce fait qu'elle ait de l'écoute active, qu'elle était orientée vers les bons interlocuteurs et qu'on ait pu l'aider à mettre en place des aides, madame est soulagée. Et en fin de traitement, on a un bilan activité nutritionnelle et psychologique. Donc, l'intérêt d'un DAC, c'est évaluer la personne dans son contexte de vie, puisque entre l'évaluation à domicile et l'évaluation à l'hôpital, il peut y avoir des discordances, c'est ce que j'ai essayé de vous dire. Le DAC a la connaissance des acteurs du territoire, donc donner les coordonnées de la bonne personne en fonction des besoins. On n'est pas effecteur de soins, on connaît les acteurs du territoire et on donne une liste à la personne qui choisit et puis on va l'aider à faire les démarches. On aide à faciliter le dialogue entre la ville et l'hôpital. Donc aussi en expliquant la réalité des choses parfois. Les attentes des uns et des autres parfois sont pas exactement la réalité. Et puis on a un outil de communication entre le DAC et certains professionnels libéraux, c'est PACO. Et là en ce moment, mais avec ma casquette oncogériatre, j'essaye d'expérimenter PACO, mais à toute petite échelle, c'est-à-dire uniquement pour les suivis oncogériatriques, pour échanger rapidement avec l'ensemble des professionnels. Et donc le numéro unique, j'espère que vous le voyez bien pour la Nouvelle-Aquitaine, c'est 0809 109 109. Donc vous aurez des coordinatrices ou des coordinateurs de parcours qui pourront vous répondre et vous expliquer comment il fonctionne, mais on a tous un seul et même numéro. Voilà. J'ai réussi à finir dans les temps. Merci beaucoup, Madame Khalifa. Deux petites questions. La première, c'est, y a-t-il beaucoup de ruptures dans le parcours en oncogériatrie? Si oui, à quel niveau? Parce qu'on a l'impression que c'est souvent au niveau des soins de premier recours. Alors, effectivement, en tout cas, nous, dans les Deux-Sèvres, on a des difficultés. Il y a un manque criant de médecins traitants, mais je pense qu'on n'est pas les seuls. Il y a aussi, donc, vous voyez la première personne dont j'ai parlé qui était perdue de vue pour l'hôpital. Les ruptures de parcours, c'est aussi parfois quand les dents est tellement épuisée que finalement il y a des choses qui sont mises entre parenthèses. Et puis la personne malade peut être elle-même aidante, comme la deuxième dame. Et on sait bien que les aidants s'oublient. Moi, je pense que les ruptures de parcours sur lesquelles le DAC peut jouer le plus, c'est en faire aider à passer des barrières qui sont liées aux difficultés d'aide à domicile ou d'environnement pour que la personne puisse continuer ses soins et puis aider les aidants, que ce soit des malades aidant quelqu'un d'autre ou des aidants de personnes qui ont un cancer et notamment avec le soutien de la plateforme de répit des aidants, la PFR. Voilà, justement, il y avait une remarque dans les questions sur les plateformes des aidants qui peuvent soutenir les aidants en oncologie, mais aussi avec des troubles cognitifs, pardon, où il y a une écoute avec un suivi, une reconnaissance, une valorisation de l'orientation, etc. Donc, autre petite question, ne serait-il pas intéressant de proposer dans le parcours une réévaluation des fragilités? Parce qu'effectivement, dans les exemples que vous avez montrés, on
a vu qu'au début, les gens n'étaient pas forcément identifiés comme fragiles et qu'au fur et à mesure de l'évolution de la maladie ou du soutien qu'ils peuvent apporter à un aidant, ça apparaissait. Alors, je pense que c'est tout l'intérêt des suivis. Simon, je pense que tu partages cet avis. Il y a une dizaine d'années, on faisait de l'évaluation et on ne faisait pas de suivi. Maintenant, depuis quelques années, on fait du suivi et on se rend compte du coup de l'évolution. Et de plus en plus, les oncologues nous réinterpellent au cours du suivi pour des gens qui au début n'ont pas été évalués, qui étaient screenés comme non fragiles. Et puis à la, à la deuxième ligne, ça devient difficile et donc là, ils vont nous interpeller. Mais ça, c'est au fil du temps. On a modifié nos pratiques et nos collaborations entre oncologues et gériatres. Et maintenant, ce qu'il faut aussi, c'est qu'on arrive à décentrer l'hôpital et à faire du lien entre la ville et l'hôpital. Je pense que c'est un vrai challenge, là. Merci beaucoup, merci à tous pour vos intervenants. Donc j'ai partagé, enfin j'ai ouvert le sondage pour les groupes de travail qu'on vous a annoncé en début de webinaire. Je vois que certains ont déjà commencé à le compléter, donc c'est très bien. Je vous invite à le faire si vous ne l'avez pas encore vu, hein. C'est dans la barre en bas de votre écran, en principe sur sondage quiz, et vous pouvez répondre à votre intérêt de participer ou non à ces groupes, et si oui, sur quel groupe. Voilà. Merci à tous. Il est 14h06. On a les 5 minutes qu'on a pris au départ, hein. On a commencé 5 minutes après l'heure. On finit, c'est très bien. Merci beaucoup à nos 3 intervenants qui ont été très, très clairs et pertinents dans leur présentation. Et puis, on va se donner rendez-vous, j'espère, au prochain groupe de travail et peut-être à un autre webinaire sur le sujet à un autre moment de l'année. Merci à tous. Et n'oubliez pas de compléter le sondage avant de quitter la présentation. Merci, au revoir. Au revoir. Et nous, a priori, on ne peut pas voter hein, pour participer au sondage. Non, je pense pas. Mais vous aurez le droit de participer, hein. Bon, parfait alors.